Regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Explorer et analyser les répercussions d'une augmentation du capital social minimum des banques sur le financement de l'économie, c'est le thème d'un important panel organisé dans la capitale sénégalaise. En rassemblant des experts de différents horizons, l'événement aspire à dégager des perspectives éclairées et des recommandations pratiques pour renforcer la stabilité financière et promouvoir une croissance économique inclusive et durable au Sénégal et au-delà. L'initiative est de l'agence Africa Media Finance et pour en parler, nous recevons le docteur Abdou Diao, journaliste, économiste. Vous êtes également le fondateur du magazine Le Marché. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci beaucoup. Monsieur Diao, tout d'abord, pour un meilleur éclairage, qu'est-ce que le capital social minimum et quelle est son importance dans le fonctionnement d'une banque? Merci beaucoup. Vous savez que dans la zone de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, le système bancaire est régi par ce qu'on appelle la réglementation, le dispositif prudentiel, qui sont ces banques qui sont sous la tutelle de la Banque centrale, qui est la BCEAO pour la zone UEMOA. Et elles sont toutes régies, toutes ces banques qui sont établies dans ces pays, effectivement, par une certaine réglementation bancaire. Et le capital, effectivement, c'est le montant qui est requis pour les banques pour pouvoir effectivement avoir en termes de fonds propres pour pouvoir s'implanter, démarrer leurs activités. Et le montant évolue parce que c'était en 2007 le premier relèvement, qui était à 10 milliards de francs CFA. Maintenant, désormais, en décembre 2023, les autorités monétaires ont effectivement pris la décision à Cotonou de relever ce montant qui va passer maintenant, ce montant capital de 10 milliards à 20 milliards de francs CFA pour les banques, pour l'ensemble des banques effectivement qui sont établies dans la zone de l'UEMOA. Donc c'est en termes de fonds propres effectivement que les banques doivent respecter effectivement désormais. Maintenant, il y a certaines banques qui ont déjà ce capital et d'autres n'ont pas encore atteint et elles auront une période de 3 ans pour pouvoir être conformes effectivement à cette nouvelle réglementation qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle du dispositif de Bâle, donc Bâle 2, Bâle 3, qui, encadre le fonctionnement des banques au plan réglementaire. Docteur Diao, quelles sont les principales implications possibles d'une augmentation de ce capital? Les implications peuvent être analysées sous 2 angles. La première implication, disons, ou bien peu importe l'ordre, l'une des implications, c'est d'assurer une solidité des banques. Parce qu'augmenter le fonds propre permet effectivement à ces institutions financières d'être plus résilientes, d'être plus solides, mais aussi de pouvoir faire face à tout choc qui pourra effectivement intervenir. Parce que vous vous rappelez la crise de 2008, la crise financière, avec certaines banques qui ont été effectivement affectées. Donc ce relèvement déjà permettra à ces banques d'être plus résilientes et d'être plus fortes face à des chocs. L'autre implication est liée effectivement au financement de l'économie, puisque les banques, disposent de coussins comme dans le jargon de financement solide, ça permettra effectivement de mieux contribuer au financement de l'activité économique en accordant du crédit aux différents agents économiques, ce qu'on dans le jargon. Les agents économiques, c'est l'État, c'est les ménages, grand M, mais aussi c'est les entreprises. Donc, plus que les banques disposeront effectivement des financements, ça permettra d'avoir beaucoup plus de marge pour pouvoir financer les activités économiques, financer les ménages, financer les particuliers. Donc, les implications sont nombreuses. C'est d'ordre, résilience, mais aussi d'ordre de financement économique en termes d'accords de crédit. Vous organisez justement un panel pour parler des répercussions de cette augmentation sur le financement de l'économie. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce panel et quelles sont vos principales attentes? Merci. L'organisation de ce panel s'inscrit dans le cadre du lancement du magazine économique et financier Le Marché,
dont le deuxième numéro vient de sortir. Donc on veut profiter effectivement de cette tribune pour pouvoir poser un débat qui est là. Le débat, c'est de réunir des experts, parce que lors de ce panel, on aura un professeur agrégé d'économie, spécialiste des questions monétaires, on aura aussi un ancien d'une banque de la place, nous aurons aussi un ancien ministre qui est chargé du budget. Donc vraiment un panel qui va réunir des experts qui évoluent dans l'écosystème financier. Donc l'objectif, c'est de poser les débats, c'est d'appréhender les implications, mieux appréhender les implications qui vont sortir effectivement de l'application de ces dispositifs, mais aussi les défis, parce que ce n'est pas évident, par exemple, que les banques puissent respecter cette norme relative effectivement au relèvement du capital social minimum. Donc l'objectif de ce panel, c'est d'instituer un cadre d'échange, de discussion pour un peu appréhender les implications, mais aussi d'identifier les défis qui pourront se poser à ces banques qui sont appelées effectivement à relever leur capital social minimum. Justement, parlons de défis. Quels sont les principaux défis à la mise en œuvre de cette réforme? Bon, d'après les experts que nous avons interrogés dans ce magazine, parce que nous avons consacré effectivement le deuxième numéro du magazine Le Marché à cette question relative au relèvement du capital social minimum, la plupart des experts, le défi, c'est effectivement d'abord de mobiliser ce financement, mobiliser cet argent en 3 ans, de 10 milliards à 20 milliards. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pour certaines banques. Peut-être certaines ne manqueraient pas à aller vers une fusion. Bon, on va observer, mais c'est pas évident. Donc le défi, c'est par rapport au respect du timing, parce que c'est 3 ans. L'autre défi, c'est par rapport à la mobilisation effectivement donc de cet argent. Et par exemple, le troisième, c'est par rapport, disons, est-ce qu'il faut ouvrir maintenant le capital à d'autres actionnaires? Okay, ce qui permettra à ces banques de pouvoir mobiliser des financements à travers l'entrée d'autres acteurs. Donc, le défi, c'est par rapport au timing, mais aussi c'est par rapport à la capacité des banques de pouvoir mobiliser cet argent pour donc assurer ce relèvement. En parlant de situation des banques sur notre continent, leur taux de pénétration augmente difficilement et elles font face à la montée des fintechs propulsées par le mobile money. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette préférence des populations pour les fintechs plutôt que pour les produits bancaires? Bon, déjà, aujourd'hui, presque tous les secteurs de la vie sont affectés par la percée digitale et je pense qu'aucun secteur n'est à l'abri. Et aujourd'hui, je pense que les banques se sont bien adaptées ou bien sont en train de s'adapter au numérique, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, faire vos propres transactions sans vous déplacer. Et je pense que c'est un début. Maintenant, je pense, à mon avis, le fait que les populations aient plus de, disons, accordent plus de, sont plus proches, disons, de ces nouvelles plateformes, il y a la proximité, mais aussi le gain du temps. Parce que tu peux maintenant faire tes transactions, tu peux faire tes dépôts, tes retraits sans se déplacer. Et je pense que les banques restent quand même l'un des secteurs les plus, disons, adaptés en tout cas à cette évolution par rapport à d'autres secteurs. Et je pense que ça permettra, c'est un point positif parce que cette percée des fintech permet de renforcer l'inclusion financière. Parce qu'il y a certaines couches de la population jusqu'à présent qui n'ont pas accès aux services bancaires. Et du coup, cette inclusion, ces fintechs viennent corriger, à mon avis, effectivement, ce gap qui était là. Et les banques aussi, aujourd'hui, presque la quasi-totalité des banques disposent des applis, des applications, disposent des plateformes, disposent des outils qui permettent de se rapprocher davantage des populations. Donc, c'est juste un complément par rapport aux dispositifs bancaires qui existent. Merci, Dr Diao, pour cet éclairage. C'est moi. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.